La liste de vos fonctions, tant de vos responsabilités de fonction et de vos responsabilités tant scientifiques qu'administratives et de vos distinctions est tout à fait impressionnante. Et vous, actuellement, vous continuez, puisque je dirais que vous passez le colloque en conférence sans répit, en quelque sorte, quand on voit la liste. Aujourd'hui, justement, vous êtes arrivé de Bologne, ou à l'université de Bologne, vous avez fait la conférence inaugurale de l'école européenne d'archéologie. Pour ma part, j'ai découvert votre œuvre en lisant un ouvrage que vous avez publié en 2012, qui s'appelle « On a retrouvé l'histoire de France », sous-titré « Comment l'archéologie raconte notre passé ». Dans cet ouvrage, vous parlez de ce que vous appelez la révolution silencieuse de l'archéologie, en expliquant que depuis les années 1990, la multiplication de chantiers archéologiques en France a bouleversé nos connaissances historiques, puisqu'on doit le rappeler, l'archéologie complète bien sûr les sources des archives écrites, ou supplée à l'absence de celles-ci, quand il n'y en a pas, pour certaines périodes. Alors ce fut une révolution, dites-vous, mais non sans mal, car il a fallu attendre 2001 pour voir une loi qui impose une prospection archéologique pour tout site soumis à la destruction par une construction ou un aménagement. Alors avant cette loi, vous parlez de désastre. Vous parlez de désastre avec des pertes innombrables de sites qui ont disparu sous les coups des bulldozers, des sites intéressants. En effet, il faut savoir qu'on trouve en moyenne un site, je dis bien un site par kilomètre de futures autoroutes ou de lignes LGV. Donc tout ce qui a été fait avant le début des années 2000, on a perdu des tas de choses, probablement, même sûrement très intéressantes, en tant que vestige historique archéologique. Et alors là, l'impulsion, à cette époque, l'impulsion a été donnée par l'Institut national de la recherche archéologique préventive, ce qu'on appelle le sigle l'INRAP. Donc en deux mots, chaque fois qu'un constructeur, un promoteur fait faire un immeuble, la puissance publique peut dire stop, on fait des sondages, on regarde s'il y a quelque chose d'intéressant, s'il y a quelque chose d'intéressant, on va découvrir, on va faire des relevés, des clichés, etc. Et après les travaux peuvent se faire. Alors bien sûr, il y a grosses pètes, les gens chaque fois, mais ça permet tout de même de sauver beaucoup de choses intéressantes. Donc cet institut, cet INRAP, l'Institut de la recherche archéologique préventive, vous avez été le premier président, vous avez été le premier président en 2002 et vous l'avez présidé jusqu'en 2008. On peut dire que votre œuvre écrite est particulièrement riche et avec des ouvrages passionnants qui seront à votre disposition, cher public, par la librairie Acacia comme toujours, où M. De Mol se fera un plaisir de les dédicacer. Mais parmi les thèmes que vous avez traités ce soir, eh bien, vous allez nous conter ce que vous considérez, si je vous cite, comme la principale révolution de l'histoire humaine, celle de la période néolithique, où, je dirais, comment Homo sapiens, qui est devenu agriculteur, a tracé un nouveau sillon pour la civilisation. Nous vous écoutons, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de cette invitation dans un endroit qui n'est pas indifférent, culturel et historique, et qui n'aurait jamais existé justement s'il n'y avait pas eu une néolithique, s'il n'avait pas inventé l'agriculture, et compris la domestication de la vigne. Les premiers vins actuellement sont datés, ont été trouvés en Géorgie et en Iran, il y a à peu près entre moins 4000 et moins 5000 avant notre ère. Voilà, mais je ne vais pas tellement parler du vin, je vais parler de l'agriculture en général et de ce que l'archéologie est susceptible de nous apprendre
et aussi éventuellement nous faire réfléchir sur le présent, sinon sur le futur. Parce que l'archéologie, souvent, c'est comme ça, c'est un des métiers que les enfants ont envie de faire, hein, c'est l'aventure, le trésor, c'est découverte, ce qui donne envie, effectivement. D'ailleurs, quand j'étais petit, je voulais être archéologue, mais au début égyptologue, et je me suis orienté ensuite plutôt vers la préhistoire. Alors je vais essayer de vous retracer la vaste histoire de l'humanité, des origines à nos jours, en tâchant de vous montrer effectivement pourquoi ça a tout changé et comment, de quelle manière, et qu'est-ce qu'on peut aussi prévoir ce qui peut éventuellement se passer. Donc ça, c'est notre ancêtre à tous, c'est le plus ancien primate connu, 65 millions d'années, Purgatorius, parce que dans les montagnes du Purgatoire, dans les montagnes rocheuses, et de lui ou de elle descendent à peu près les 120 primates connus, dont les humains et les humaines. On estime que la séparation entre les grands singes et les différentes lignées humaines remonte à peu près à 8 millions d'années. Donc là, vous avez toute la famille humaine rassemblée. Nous autres, Homo sapiens, c'est celui qui est tout au fond à droite. Voilà. Il ne faut pas s'imaginer la file des humains en file indienne. Il faut imaginer une espèce de buissonnement permanent d'espèces. Il faut se rappeler que jusqu'à 2 millions d'années, tout ça ne s'est passé qu'en Afrique, que l'Afrique c'est très grand, qu'il y a des tas de régions où on ne peut pas travailler, donc il y a certainement plein d'autres découvertes à faire. Et parmi ceux que vous voyez là, la très grande majorité a été identifiée dans les 20 ou 30 dernières années. Parmi les plus connus, il y a les australopithèques, c'est la fameuse Lucie qui avait popularisé Yves Coppens, donc entre 3 et 5 millions d'années. Et là, on est toujours en Afrique. Ça se passe à l'intérieur de l'Afrique. D'après ce qu'on sait des primates, les primates ne bougent pas tellement. Ils sont à l'intérieur, les chimpanzés par exemple, sont à l'intérieur d'un même territoire où ils vont nomadiser en fonction des ressources saisonnières, mais on n'a pas tellement de raison d'en sortir. Et puis l'évolution continue à partir de 2 millions d'années, c'est ce qu'on appelle Homo erectus. Erectus parce qu'il se tient complètement droit, la bipédie est complètement acquise. C'est le premier à domestiquer le feu, il y a 1,5 million d'années à peu près en Afrique, et c'est donc les premières atteintes humaines à l'environnement. C'est aussi le premier à faire des outils inutilement symétriques et soignés, ce qu'on appelle des bifaces, qui sont sculptés sur les deux faces. Et on s'est souvent interrogé justement sur ce rapport esthétique qui était propre aux humains et qui pouvait faire partie du processus d'hominisation. Et certains erectus vont être les premiers à sortir d'Afrique. Donc là, sur le schéma, vous avez le tracé, on part d'Afrique et vous avez en bleu les trajets qu'ont fait certains erectus. Pourquoi est-ce qu'ils sont sortis d'Afrique? On n'en sait rien. En tout cas, c'est certainement pas une sortie en resserré. On imagine qu'à chaque génération, quelques individus un peu plus curieux sont allés un peu plus loin pour voir ce qui se passait. Donc, ils n'ont jamais su qu'ils sortaient d'Afrique, mais ils vont aller jusqu'en Indonésie. C'est ce qu'on appelle le Pithecanthrope, qui a été identifié à la fin du 19e siècle, et aussi en France. Les premières traces d'outils préhistoriques reconnus comme tels ont été dans la vallée de la Somme dans les années 1850, et ils vont même atteindre l'Angleterre. Alors pourquoi sont-ils sortis? L'Afrique c'était grand, ils étaient certainement que quelques dizaines de milliers au plus. Donc on n'a que la curiosité comme explication. Beaucoup de primates sont curieux. La curiosité, c'est important dans l'existence. C'est ce qui va permettre d'innover, d'inventer, d'explorer. C'est aussi les arts
l'amour, l'adultère, tout ce qui nous donne envie d'aller voir un peu ailleurs. Mais on n'a pas d'explication, contrairement à ce qui va se passer ultérieurement. Et puis les erectus, certains erectus à chaque fois vont évoluer à l'endroit où ils sont. Ceux qui sont en Asie, c'est une nouvelle espèce qu'on a identifiée il y a une quinzaine d'années qui s'appelle Denisova. Ceux qui sont en Europe et au Proche-Orient, vous en avez déjà entendu parler, ça devient les hommes de Néandertal, petit à petit, progressivement, il y a à peu près 300 000 ans. Et ceux qui sont restés en Afrique, ça va devenir les Homo sapiens, donc on s'est auto-baptisé homme sage comme espèce. Et c'est donc nous, toutes et tous, à partir d'à peu près 300 000 ans. Et Homo sapiens, donc voilà de nouveau ces trajets, non seulement une partie d'entre eux vont sortir d'Afrique pour se répandre dans l'ensemble de l'ancien monde, de l'Europe et de l'Asie, mais certains vont même passer le détroit de Bering et se répandre dans l'ensemble des Amériques. Alors, à l'origine, c'est une espèce à la peau sombre, parce qu'en Afrique, on a intérêt à se protéger des rayons du soleil, mais plus les humains vont aller dans des endroits moins ensoleillés, plus ceux qui auront à chaque fois, chaque naissance, de par l'autre génétique, la peau un peu plus claire, qui permet de mieux absorber l'ensoleillement et les vitamines, ceux-là vont être favorisés. C'est donc entre 30 et 40 000 ans que vont se former les différents types humains dans chaque région, de par le mariage et aussi les choix, les préférences physiques. Donc les différents types humains, ce qu'on appelle faute de mieux des races, vont se former à ce moment-là. Depuis 115 000 ans à peu près, on est dans une période glaciaire. L'histoire de la Terre, c'est des oscillations régulières de l'axe de la Terre par rapport au Soleil, qui fait qu'il y a tantôt des périodes froides, glaciaires, les glaciers descendent jusqu'à la Hollande et la Belgique. Il y a 3 km de glace au sud de Grenoble, et puis des moments où des interglaciaires, comme celui dans lequel nous nous trouvons depuis 12 000 ans à peu près. Pendant la période glaciaire, donc ici par exemple, eh bien, on était dans un paysage de steppe, tout le territoire français, sur lequel il y avait ce type d'animaux, des rennes, des rhinocéros à poils longs, des mammouths, des ours, des tigres à dents sabres, si bien que les humains de cette époque représentent essentiellement des animaux à 99%, parce qu'ils se vivent finalement comme une espèce animale parmi d'autres, pas la plus forte, et souvent ces groupes de chasseurs-cueilleurs tels qu'ils ont pu être observés par les ethnologues pratiquent ce qu'on appelle le totémisme, c'est-à-dire que chaque groupe descend d'un ancêtre mythique qui est en général un animal. Il y a très peu de représentations humaines, et les rares représentations humaines sont des représentations de femmes, et de femmes avec des caractères sexuels exacerbés, non naturels. Et on a souvent parlé de la fécondité, de la fertilité, etc. Mais on peut tout aussi bien penser qu'il est question de sexualité, dans la mesure où l'espèce humaine, parmi l'ensemble des primates, est la seule où la sexualité peut se pratiquer tout le temps. Chez les autres primates, les femelles ne sont pas du tout atteignables hors la période d'ovulation. Chez les humaines et les humains, on peut faire l'amour tout le temps, ce qui a des avantages, mais ça crée aussi des tensions sociales permanentes, comme certaines d'entre vous ont certainement dû s'en rendre compte dans leur vie, et qui fait que, par exemple,
les plus vieux textes qu'on connaisse européens, l'Iliade, ça commence par une infraction sexuelle, on enlève Hélène, après Agamemnon et Achille se disputent pour une belle captive, c'est-à-dire une esclave sexuelle. Dans la mythologie, les dieux passent leur temps à violer les déesses ou les mortels. L'histoire de Rome commence avec l'enlèvement des Sabines, donc c'est un thème qui est très important et qu'on va retrouver dans les religions. Les religions ont un certain nombre de fonctions, définir une éthique, une conduite, essayer de consoler la perspective de la mort, qui n'est pas quelque chose de très gai, mais il y a aussi le contrôle et l'encadrement de la sexualité, notamment de la sexualité féminine. On peut penser que c'est, sans aller plus loin évidemment, que c'est de ça qu'il était question à cette époque. Si j'en parle là, c'est parce qu'on va voir comment les choses vont évoluer justement avec l'apparition de l'agriculture. Donc l'agriculture, la voilà qui apparaît il y a à peu près 12 000 ans. Les patates grises sont les endroits où des groupes de chasseurs-cueilleurs, pour la première fois, commencent à domestiquer certains animaux et certaines plantes, pas les mêmes, mais tout ça se fait à peu près en même temps, mais sans lien d'une région à l'autre. En revanche, à partir du moment où on invente l'agriculture sédentaire, ça va avoir 6 conséquences principales que je vais détailler ensuite. L'augmentation de la population constante, le fait qu'on est obligé sans arrêt de nourrir de plus en plus de monde, donc il va falloir sans arrêt inventer. C'est là qu'on voit des différences sociales apparaître. Archéologiquement, quand on fouille des tombes, il y a des gens qui ont plus d'objets que d'autres. La guerre qui a certainement toujours existé, qui est attestée chez les chasseurs-cueilleurs, en tout cas la violence entre mâles humains va se systématiser. C'est aussi le moment où, à partir du moment où les épidémies vont se développer, parce que les maladies ont toujours existé, mais quand il s'agissait de petits groupes nomades de 30 ou 40 personnes, même s'ils rencontraient une maladie en croisant une chauve-souris ou un pangolin, quelques personnes pouvaient mourir, d'autres s'immunisaient, mais ça n'avait pas de conséquences. À partir du moment où on va se confiner à l'intérieur d'un village et de maisons dures, c'est là qu'on invente, avec la sédentarité, on invente le confinement, qu'on est au contact d'animaux qui peuvent donner des maladies, ce qu'on appelle des zoonoses, comme la brucellose des moutons, la tuberculose des bœufs, et puis aussi les animaux qui s'invitent d'eux-mêmes, comme les rats avec leurs puces qui vont donner la peste, et bien dans des communautés de plus en plus grandes et stables, sédentaires, et bien les épidémies vont se développer. Et enfin, c'est le début des atteintes croissantes à l'environnement naturel. Ça avait commencé avec le feu, mais là, avec l'agriculture, il va falloir qu'on déboise, parce que à partir du moment où le climat se réchauffe, on entre dans l'actuelle interglaciaire, et bien tous les continents se couvrent de forêts. Ici, c'était une forêt vierge de chênes et de tilleuls, et donc pour cultiver et pour habiter, eh bien, il faut abattre les arbres pour construire des maisons, faire du feu et surtout dégager des espaces pour planter, pour cultiver. Et après, ça ne repoussera que occasionnellement, d'autant que les troupeaux vont brouter au fur et à mesure les jeunes pousses. Donc, pour redétailler ces différents éléments, voilà la courbe établie pour l'ensemble de l'humanité par l'Institut national d'études démographiques. Au début, vous avez à l'époque des hommes de Néandertal, puis Homo sapiens, et puis vous voyez quand ça décolle à l'intérieur de l'ovale, c'est le début de l'agriculture. Et en plus, pour ceux qui s'intéressent aux mathématiques, c'est une échelle logarithmique, c'est-à-dire que ça, c'est pas juste régulier arithmétique. Donc on va partir de 3 ou 4 millions d'êtres humains il y a 12 000 ans aux 8 milliards actuels, et une montée qui n'est toujours pas actuellement
encore maîtrisé, même si à partir du XVIIIe siècle, il commence à y avoir des mécanismes de contrôle des naissances. Alors, pourquoi ce boom? Parce qu'en général, d'après les observations, les chasseuses-cueilleuses avaient un enfant tous les 3-4 ans. La grossesse, évidemment, n'était pas favorisée par le nomadisme et par des ressources qui pouvaient être aléatoires. Là, avec une nourriture sécurisée et la sédentarité, eh bien, les agricultrices des sociétés traditionnelles, et c'était encore vrai pour la France rurale la première moitié du XXe siècle, ont pratiquement un enfant tous les ans, même si beaucoup mouraient en bas âge. Donc ce décollage indéfini. Mais pourquoi cette idée bizarre finalement d'avoir inventé l'agriculture? C'est effectivement Homo sapiens, même s'il émerge il y a à peu près 300 000 ans, il continue à évoluer. On doit probablement continuer à évoluer, nous actuellement, mais c'est des évolutions qui sont très lentes, et puis maintenant on commence à intervenir sur notre évolution. Par exemple, avant, les myopes avaient une chance de survie beaucoup plus faible, puisqu'ils rataient toujours leur cible et ils ne voyaient pas le danger arriver. Maintenant, les myopes, avec les lunettes, non seulement survivent, mais en plus se reproduisent entre eux, et il y en a de plus en plus. Et là, c'est l'exemple pour la myopie, mais évidemment, ça vaut pour beaucoup d'autres handicaps ou maladies. Donc les humains continuent à évoluer, et c'est seulement il y a 40 000 ans justement qu'ils font ces dessins, ces sculptures, etc. Ce qui est une preuve de cerveau déjà beaucoup plus complexe. C'est pas toujours un avantage d'avoir un cerveau plus complexe, parce que plus quelque chose est complexe, plus elle est fragile. Donc avec le cerveau complexe, c'est aussi toute notre part obscure de névrose, d'inconscient, etc. Mais en tout cas, ça permet une bien meilleure adaptation à l'environnement, plus on a de possibilités de réaction. C'est ce qu'on appelle aussi la sélection naturelle, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle naissance, on peut avoir des gènes négatifs, maladies génétiques, mais aussi positifs, comme justement des connexions neuronales plus complexes. Donc, simplement, ce cerveau déjà plus complexe, il y a 40 000 ans, il est en pleine période glaciaire. Mais là, justement, il y a 12 000 ans, le climat se réchauffe, et c'est exactement le moment où on voit apparaître l'agriculture et l'élevage. Sans compter qu'effectivement, la possibilité d'être sédentaire, c'est quand même préférable, même s'il y a quelques populations nomades, c'est certainement préférable au fait de devoir sans arrêt nomadiser pour se nourrir. Alors, les différentes patates que vous avez vues grises, il faut évidemment qu'il y ait des conditions favorables et des espèces domesticables, ça va de soi. Il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop, parce que dans ce cas-là, l'agriculture, c'est quand même plus fatigant avec des gestes répétitifs, et on voit apparaître les troubles musculo-squelettiques à partir de cette époque. Et si vous êtes dans les plaines d'Amérique du Nord avec plein de bisons tout le temps, vous n'allez pas vous fatiguer à domestiquer des bisons, il suffit d'en tuer un de temps en temps à l'heure du déjeuner. Mais il faut aussi avoir les techniques pour se faire, être capable de soigner des animaux une fois qu'ils sont captifs et arrachés leur milieu naturel. Il faut stocker les céréales pour pouvoir les ressemer sans qu'elles pourrissent ou sans qu'elles soient mangées par des rongères. Et puis il faut aussi avoir l'idée de le faire, ou avoir envie de le faire. Donc se mettre progressivement dans un rapport de domination avec la nature. C'est un rapport qui nous a paru longtemps avec soi. Descartes disait l'homme maître et possesseur de la nature. Maintenant, ça paraît un peu moins évident, mais en tout cas, il faut se mettre dans ce rapport complètement nouveau, passer de l'immersion à la domination. Donc, voilà une carte des zones climatiques, ce qu'on appelle des biomes. En jaune les déserts, en vert les forêts, et en marron foncé vous avez le climat méditerranéen. Et donc dans nos régions, c'est effectivement au Proche-Orient et ensuite dans la zone méditerranéenne que ça va se diffuser.
Alors, cela dit, le principe de la domestication était connu parce que certains chasseurs-cueilleurs avaient transformé les loups en chiens pendant la période glaciaire, il y a à peu près 25 000 ans, dans plusieurs régions du monde. Pas pour les manger, mais par association, capturer de jeunes louveteaux ou des loups qui se rapprochent du campement, et une association gagnant-gagnant, comme on dit, entre les bandes d'hommes et les bandes de loups qui chassent de la même manière et qui se sont rendus donc des services réciproques. Donc tous les chiens que nous connaissons, du Basset au Saint-Bernard, ont des ancêtres loups il y a plusieurs milliers d'années. Donc il est dit là, comme ça, en anglais, que le loup se demande si ce ne serait pas une bonne idée de se rapprocher d'un campement, justement, et 10 000 ans plus tard se pose effectivement la question du bien-être animal. Mais il est trop tard, il fallait réfléchir avant. Donc, à partir de la zone proche orientale, les actuels territoires Israël, Syrie, Jordanie, sud de la Turquie, c'est là que des chasseurs-cueilleurs vont progressivement domestiquer un certain nombre d'animaux et de plantes. Je ne vais pas faire la démonstration pour le reste du monde, on va se concentrer sur nos régions. Et puis, à partir de là, ça va créer un boom démographique au fil des millénaires. Donc là, vous avez une carte rapprochée du Proche-Orient, avec les zones où on a en particulier le blé et l'orge sauvage, et on avait aussi des sangliers, des aurochs, donc le blé sauvage, des mouflons qui vont se transformer en moutons, et des chèvres sauvages. C'est à l'origine des petits groupes tout à fait basiques de chasseurs-cueilleurs, 30 ou 40 personnes, des petites maisons circulaires, comme vous avez là à gauche. Toujours aussi un intérêt pour la sexualité, puisque vous avez ce galet qui a été sculpté en forme de couple enlacé. Et là, on est vers moins 10 000, et puis vers moins 9 000, 8 000, progressivement, on débouche sur de véritables villages, avec le principe de la maison circulaire, du bâtiment circulaire est conservé pour des activités rituelles de stockage, et les maisons sont la plupart du temps quadrangulaires. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'agrandir, de rajouter des pièces à une forme rectangulaire qu'à une forme circulaire. Et donc, petit à petit, le trop-plein de population va partir dans les différentes directions. Là, j'ai fait figurer que ce qui concerne l'Europe, mais c'est le même phénomène pour toute l'Afrique du Nord et pour l'Europe orientale et l'Asie centrale. Alors, je vais prendre l'exemple de la fouille archéologique que mon équipe de l'Université de Paris a fait pendant une vingtaine d'années en Bulgarie. Donc, on se trouve sur une pente le long d'une rivière qui est un affluent de ce qu'on appelle le Strimon, qui est la voie vers la Méditerranée. Ici, c'est la vue de la phase la plus ancienne de la fouille, au moment où il s'implante, vers 6000, 6200 avant notre ère. Tous les trous que vous voyez, c'est les trous des pieux, des poteaux qui soutenaient les maisons, donc ces maisons rectangulaires avec des trous. On est dans une zone qui est relativement riche en argile, donc on va pouvoir construire des murs à la fois en bois et en terre. Donc là on n'a que le plan, parce que après ces maisons en bois en terre, la terre fond le bois pourri, mais on a au moins les fondations, on a la profondeur et la taille des poteaux, et par ailleurs on a de temps en temps la chance de trouver des petites maisons, des maquettes de maisons, que ça a été des jouets ou des objets pour d'autres propos. En tout cas, ça nous donne une idée de la forme globale de la maison. Et on a même eu la chance en Grèce de trouver une espèce de maison poupée où vous avez, vous voyez le four, la porte, différents objets, et puis il y a 3 couples, à chaque fois féminin-masculin, 2 grandes figurines, 2 moyennes et 2 petites. Donc on peut penser qu'on a affaire à 3 générations
dans cette petite maison, qui fait à peu près 20-30 cm de longueur, hein, et plutôt un système matrimonial monogame, puisqu'on a à chaque fois un couple, sachant qu'un certain nombre de sociétés traditionnelles étaient polygames. Avec le néolithique, on va avoir l'invention de la poterie, parce qu'avant les récipients sont en bois, en cuir, voire en pierre, mais plus on a de monde à nourrir, plus il faut fabriquer rapidement des récipients pour la cuisine, et donc il faut maîtriser effectivement le feu. On a des objets en terre cuite beaucoup plus anciens, mais vraiment de la poterie fabriquée de manière quasi industrielle, ça se développe qu'avec le néolithique. Un des outils fondamentaux, si bien qu'avant on appelait le néolithique l'âge de la pierre polie. Paléolithique, néolithique, un paléo ça veut dire ancien, néo récent, lithique c'est lithos, c'est la pierre en grec, donc c'était l'âge de la pierre ancienne et l'âge de la pierre récente, et on parlait aussi d'âge de la pierre polie, parce que pour fabriquer des haches, il faut d'abord tailler la pierre, mais ensuite si vous la polissez, ça la rend en principe plus résistante. Donc c'est l'instrument fondamental, puisque c'est avec ça qu'on va déboiser et qu'on va construire les maisons. Donc il faut les emmancher ensuite dans une gaine en bois de serre et dans un manche en bois. Dans les expériences qu'on a faites, il faut à peu près 1 heure pour abattre un tronc de 15 cm. Et l'autre outil important, c'est la faucille, donc pour faucher les céréales. La nourriture dans les différentes zones du monde va être fondée essentiellement sur les céréales. Donc c'est une espèce de scie. On prend un manche en bois ou en bois de serre et on va insérer dedans, coller avec de la résine, des petites lames en silex. Et on peut vérifier ça quand on étudie au microscope, qu'on a les traces d'usure qui correspondent au fait de couper des céréales. Donc, voilà ce que ça donne en vrai, toujours venant de Bulgarie, c'est faucille à couper les céréales. Et un autre instrument important, c'est la meule, parce qu'on va transformer le blé en farine pour faire des galettes, du pain, des bouillies, etc. Et ça va être un changement assez radical dans la nourriture. Jusque-là, il y avait beaucoup de viande due à la chasse et des racines, enfin une alimentation très, très complète. Et là, elle va être de plus en plus, et dans des différentes régions, si c'est pas le blé et l'orge avec le riz, ou le sorgho, ou le maïs, ou le millet, mais c'est une nourriture beaucoup plus molle, beaucoup plus sucrée, c'est-à-dire qu'on voit les caries dentaires qui décollent à ce moment-là, qui étaient presque inexistantes avant, et donc à laquelle on n'est pas vraiment adapté. Et si actuellement sur 8 milliards d'humains, il y en a 2 milliards en surpoids, c'est à cause de ce changement alimentaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut retourner à la préhistoire, mais ça a été trop rapide pour notre physiologie. Il faudra avoir un régime plus omnivore et plus proche de ce pourquoi nous sommes faits. Quelques outils en os, je ne vais pas donner tout le détail, mais parce que c'est des cuillères en os, donc ils vont servir à consommer. Des petits cachets, tampons en argile qui servaient à appliquer de la peinture, soit sur la peau, soit sur le textile. Et puis, comme au paléolithique, comme chez les chasseurs-cueilleurs, on va continuer à trouver des figurines essentiellement féminines et souvent avec les caractères sexuels exagérés, ici en argile, mais il en existe aussi en marbre, comme vous pouvez le voir, et dans toute la zone balkanique, Grèce, Bulgarie, Serbie, Roumanie, etc., on a un art plastique extrêmement riche qui est souvent pas très connu, qui n'est pas dans notre culture, parce qu'en fait, plus ces pionniers vont aller vers l'ouest, jusqu'à l'Atlantique, plus, pour une raison qu'on n'explique pas encore complètement, plus ça va s'appauvrir. Donc on va avoir de moins en moins de ce genre de figurines. Vous voyez, voilà d'autres encore, certains ayant vu
des représentations d'extraterrestres, hein, mais d'autres se sont posé la question pourquoi, si c'est surtout des figurines féminines, est-ce que ça ne veut pas dire que les sociétés anciennes étaient des sociétés matriarcales, comme on dit, c'est-à-dire que c'est les femmes qui avaient le pouvoir, contrairement à toutes les sociétés qu'on connaît. Donc c'est une idée qui apparaît dès le 19e siècle, qui va être développée dans les années 70-80 par une archéologue américaine, Maria Gimbutas, son livre, là, à droite, Le langage de la déesse. Il y a un best-seller actuellement qui s'appelle Lady Sapiens, qui développe un peu la même idée. Et donc cette idée qu'il y aurait eu un matriarcat primitif et puis que plus tard les hommes auraient pris le pouvoir, notamment à la faveur de l'agriculture, voire un peu plus tard quand la guerre s'est développée. Le problème, c'est que sur les 10 000 types de sociétés humaines qu'on a recensées, il n'y en a aucune où les femmes seraient en position de domination. Elles sont plus ou moins dominées suivant les sociétés, mais il n'y a pas de société réellement matriarcale. En revanche, on a beaucoup de récits ou de mythes qui racontent que jadis, c'est les femmes qui avaient le pouvoir, mais qu'elles sont tellement mal servies que les hommes, à leur grand regret, ont été obligés de leur reprendre. Vous avez ça beaucoup en Amérique du Sud, en Nouvelle-Guinée. Et si vous prenez des récits plus récents, si ce soir nous ne sommes pas au paradis terrestre, c'est parce que effectivement Ève a désobéi. Vous voyez que sur le tableau de Rubens, le pauvre Adam essaie de l'empêcher, mais comme il est visiblement d'un caractère faible, il n'arrive pas à l'empêcher. Et chez les Grecs, vous avez un mythe comparable qui est le mythe de Pandore. Au début, il n'y a que des hommes mâles sur Terre. Et Prométhée vole le feu aux dieux pour leur donner. Donc Zeus, le roi des dieux, est très fâché. Il décide de les punir et il fait fabriquer par Héphaïstos une créature infernale qui est la femme, la première femme, qui est Pandore. On l'appelle Pandore, celle qui a tous les dons. Et notamment le fait de pouvoir séduire les hommes. Et évidemment, on lui donne une jarre dans le texte le plus ancien du poète Hésiode, c'est une jarre, on dit souvent la boîte de Pandore. Donc il y a une jarre où il y a tous les mots M-A-U-X du monde enfermés. Et évidemment, comme à Ève, on lui interdit de l'ouvrir. Évidemment, comme Ève, elle désobéit. Et donc tous les mots M-A-X du monde s'envolent et vite elle referme le couvercle au dernier moment et il ne reste plus que l'espoir, hein, l'espérance, qui est la seule chose qui nous reste encore aujourd'hui. Donc vous voyez que ces récits autour d'un matriarcat primitif ressemblent beaucoup plus, quelle que soit leur forme, à une justification de la domination masculine qui est universelle, plutôt qu'à quelque chose qui existerait. Néanmoins, certains mouvements féministes reprennent cette idée du matriarcat primitif et on est un certain nombre à dire que c'est pas forcément adéquat de défendre une cause juste, qui est l'égalité entre les femmes et les hommes, en s'appuyant sur des arguments préhistoriques qui seraient insuffisamment étayés. Donc je reviens à la suite du récit. Donc, une fois que tout ce que vous avez en vert clair, c'est-à-dire la péninsule balkanique est occupée, eh bien, il va falloir que l'excédent aille un peu plus loin. Donc vous allez avoir deux courants en violet le long de la Méditerranée. Ils vont aller jusque dans le Languedoc et certains vont contourner, arriver jusqu'au Portugal et d'autres vont prendre la vallée de la Garonne et arriver nord-centre-ouest. C'est le premier courant. Il se déplace en partie en bateau. Ça, c'est la reproduction d'une pirogue qu'on a retrouvée dans un lac du nord de l'Italie, qui fait 11 mètres de long, et toutes les îles de la Méditerranée vont être occupées à cette époque, donc la navigation est maîtrisée, et ils ont une poterie spécifique qu'on appelle poterie imprimée ou poterie cardiale, parce qu'elle est souvent décorée avec des impressions de coquilles de coq, qu'on appelle cardium en latin. Et l'autre
la majorité va passer par l'Europe centrale, c'est toute la zone que vous avez en brun au-dessus, et va arriver jusqu'à l'Atlantique, et là, et aussi les îles britanniques, on ne pourra pas aller plus loin jusqu'à Christophe Colomb. D'une certaine manière, la conquête des Amériques par les Européens n'est qu'après un certain temps de pause, faute de véhicules adéquats, n'est que la continuité de ce mouvement. Alors cet autre courant, on l'appelle des fois rubané ou céramique linéaire, parce que ce n'est pas des impressions, là c'est des décors d'impression de décors géométriques gravés sur la pâte fraîche avant la cuisson et qui étaient des fois enduits ensuite de peinture. Et comme je vous disais, plus on va avancer vers l'ouest, plus les figurines vont s'appauvrir et en France on n'en trouvera pratiquement pas. Mais on trouve quand même, là par exemple, on a trouvé en Normandie cette statue d'un taureau qui fait à peu près 30 cm de haut et de taille, et il y a effectivement un intérêt, j'ai pris le temps de le développer, mais pour le taureau sauvage, l'auroch, qui est le plus gros animal sauvage à l'époque, et on va avoir des productions au Proche-Orient, et on va retrouver cet intérêt pour le taureau à cette époque-là. Alors les habitations dans le sud de la France ne sont pas très bien connues. Dans le nord, on les connaît beaucoup mieux. Il suffit quand vous allez retirer, là c'est pas des travaux publics, c'est de l'archéologie, vous allez retirer la terre arabe et dessous, vous allez retrouver intactes les traces des fondations, donc comme les poteaux que vous avez vus tout à l'heure en Bulgarie, des fondations, mais là on est cette fois en Picardie, des poteaux, des murs, etc. Donc en plan, ça donne ceci, donc l'ensemble des poteaux, et en 3D dessous, et puis une des maisons que nous avions reconstituées en vrai à partir de ces traces archéologiques. Donc il s'agit de grandes maisons qui sont bien connues, on a fouillé des centaines, de l'Europe centrale jusqu'à l'Atlantique, qui peut faire jusqu'à 45 mètres de long, donc ça devait être des maisons collectives, et avec tout le bétail sur lequel était fondée l'économie. Et si vous réfléchissez, des maisons en bois et en terre, une économie fondée sur le blé et l'orge d'une part, et vaches, moutons, chèvres et porcs, eh bien, en fait, ça va être le même mode de vie pratiquement jusqu'à la mécanisation à la fin du 19e siècle. Les régimes politiques pourront changer, différer, mais la base de l'économie et la vie rurale va rester identique. La seule invention, ça va être, je l'évoquerai brièvement vers la fin, ça va être l'invention de la métallurgie du fer dans les derniers siècles avant notre ère, qui effectivement va être un progrès technique. Mais sinon, l'économie va rester de la même façon. J'évoque rapidement les rites funéraires. Donc les gens sont enterrés la plupart du temps en position fétale. Ils ont des objets personnels, comme ici des bracelets au bras droit, et puis des poteries qui contenaient de la nourriture, ce qui prouve certainement des croyances dans une vie après la mort. Et puis, comme ici, parfois, on saupoudre de l'ocre rouge, ou c'est l'ocre rouge qui était sur les vêtements. Alors, à partir des foyers originels, l'agriculture se répand peu à peu, mais pas complètement partout. Dans les steppes, par exemple, de l'Europe, qui étaient moins favorables à l'agriculture, ça met plus de temps. Dans les zones nordiques de Scandinavie, par exemple, du nord de la Pologne et de la Russie, l'agriculture mettra beaucoup plus de temps à s'implanter, et on aura des communautés de chasseurs-cueilleurs qui vont survivre jusque vers moins 3000 à peu près en Europe, quelquefois sédentaires quand ils sont avec des habitations, quand ils sont dans des zones avec des ressources aquatiques, poissons, mammifères marins,
coquillages qui permettent une certaine sédentarité et même quelquefois de fabriquer de la poterie parce que si on ne bouge pas, ben, comme la poterie c'est fragile, mais si on est sédentaire, ça a un sens, même chasseur-cueilleur, d'avoir de la poterie. Et il y a différents exemples, par exemple au Japon, on a des villages sédentaires où les ressources aquatiques sont très abondantes, des villages sédentaires. Là, c'est une maquette qui fabrique de la poterie et qui vont continuer leur mode de vie jusque dans les derniers siècles avant notre ère. C'est la même chose dans certaines régions des Amériques, par exemple sur la côte nord-ouest des États-Unis, la côte pacifique des États-Unis ou du Canada. Mais en Europe, les agriculteurs vont progressivement assimiler les chasseurs-cueilleurs locaux. Les chasseurs-cueilleurs locaux, c'est ceux qui descendaient de ceux qui ont fait Lascaux ou Chauvet, qui sont toujours là. Simplement, la forêt a repoussé, donc leur milieu a changé. Les animaux liés au froid, comme les rennes et les mammouths, remontent vers le nord. On est dans une forêt vierge avec des espèces tempérées, aurochs, cerfs, sangliers. Mais les agriculteurs arrivent, ils sont beaucoup plus nombreux. On n'a pas de traces de massacre, mais simplement on voit qu'on ne trouve plus ces sites de chasseurs-cueilleurs. En revanche, maintenant, grâce à l'ADN, on est capable de retrouver, faire des analyses génétiques sur les ossements. On voit que le patrimoine génétique, au début des agriculteurs, il est purement d'origine proche-orientale, et puis au bout de quelques générations, on voit augmenter un pourcentage qui vient des chasseurs-cueilleurs indigènes. Et nous tous dans cette salle, même qu'on a quelques pourcents d'hommes de Néandertal, puisque quand les Homo sapiens sont arrivés en Europe, et ils ont également assimilé les hommes de Néandertal, donc on a 3-4% d'hommes ou de femmes de Néandertal. Et bien de même, tous dans cette salle, on a un bon tiers de chasseurs-cueilleurs locaux, plus un gros tiers, dans des proportions variables, d'agriculteurs venus du Proche-Orient, plus ensuite des différents apports. Et donc l'environnement a changé deux fois. D'une part, on va passer de la période glaciaire avec les mammouths et les rennes et la steppe à la forêt primaire et avec les espèces tempérées. Et puis, deuxième changement environnemental radical, l'arrivée des agriculteurs du Proche-Orient avec leurs vaches et leurs cochons et la disparition progressive de la forêt. Toutes nos vaches actuelles dans le monde entier viennent de ces espèces proche-orientales. Il y a eu de temps en temps des croisements quand un Auroch rencontrait une vache dans la forêt où sont liés des porcs domestiques, mais la génétique, là encore, montre que ça a été relativement accidentel. On n'avait pas se fatiguer à essayer de domestiquer les Aurochs européens, alors qu'on avait des animaux dociles, domestiqués de plusieurs millénaires. Donc, je reprends les conséquences là, un peu plus en détail. Là, j'ai parlé du boom démographique, j'ai évoqué les maladies. Là. En haut, vous avez une vertèbre de l'époque néolithique tombée dans une grotte des Pyrénées atteinte par la brucellose, hein, qui donne aussi les mêmes symptômes que la leucémie, que beaucoup de bergers, de bergères attrapaient encore il n'y a pas très longtemps. Et corrélativement à ces problèmes de maladie, les problèmes alimentaires dont je vous parlais tout à l'heure, là, sans rentrer dans le détail de ce schéma, si vous regardez la partie droite, vous avez les trois groupes, les acides saturés, les acides gras alimentaires, donc saturés, monoinsaturés, polyinsaturés. À chaque fois, vous avez trois bâtonnets. En marron, ce qu'on mangeait au paléolithique, avant le néolithique, en jaune, ce que nous mangeons, et en bleu, ce que nous recommandent les nutritionnistes. Donc vous voyez qu'on aurait intérêt, sauf dans le cas des monoinsaturés au milieu, à se rapprocher de cette alimentation. Ça ne veut pas dire qu'il faut retourner à la préhistoire, hein. Et souvent on peut trouver sur Internet des régimes dits paléo qui sont
pas vraiment sérieux, mais ça veut dire qu'effectivement il faut tenir compte de notre physiologie d'Homo sapiens. Donc ça c'était pour la question des maladies. Pour la question d'être obligé d'inventer sans arrêt, eh bien pendant longtemps on n'invente pas. Le schéma il part de 40 000 et il va jusqu'à 0, et vous voyez qu'à partir du néolithique, sans entrer dans le détail, on se met à inventer toutes sortes de nouvelles choses. On va inventer par exemple la roue à partir de 3500. Là, j'ai mis une photo ethnographique pour montrer à quoi c'était des roues pleines au début. La roue à rayon sera inventée beaucoup plus tard. On va inventer la charrue pour pouvoir attaquer des sols beaucoup plus lourds. La photo pas très visible, là c'est une gravure de la vallée des merveilles, c'est deux bœufs vus d'en haut avec leurs cornes et puis un laboureur derrière qui est vers moins 3000, donc c'est une des preuves, et en haut vous avez une charrue en bois, une araire, plus précisément trouvée dans un lac suisse. Et puis sans arrêt, donc on va être obligé de faire de nouvelles inventions parce qu'il faut nourrir plus de monde, augmenter les rendements avec des méthodes traditionnelles. On est entre sol et tas avec les grosses machines. Maintenant on est entre 80 voire 90 quintaux à l'hectare, les OGM, les pesticides, etc. Pour toujours nourrir de plus en plus de monde et c'est pas fini. Par ailleurs, comme je disais tout à l'heure, il y a un moment où on ne peut pas aller plus loin, c'est l'Atlantique. Et à ce moment-là, eh ben, il y a toujours plus de monde dans un endroit complètement clos. Donc c'est là qu'on va voir se développer et des différences sociales entre individus et aussi les conflits s'exacerber. Alors en Europe, ça va être plus lent parce que l'Europe est grande et tempérée, avec un environnement tempéré. Au Proche-Orient, ça va aller beaucoup plus vite parce que la Mésopotamie et l'Égypte sont faites des sortes de nasses écologiques. L'Égypte, c'est la vallée du Nil, ça fait 10 km de large et c'est des déserts des deux côtés et la mer en haut. La Mésopotamie, c'est les deux fleuves du Tigre et de l'Euphrate, mais autour, il y a des déserts, des mers ou des montagnes. Donc là, la pression est beaucoup plus forte et à partir de 3500, en Mésopotamie et en Égypte, on va déboucher sur de véritables villes, où là, la nourriture va même arriver directement, on n'a même plus besoin de sortir du village, on va inventer toutes sortes de professions sédentaires, de la bureaucratie, la police, le clergé, les commerçants, les artisans, etc. On va inventer aussi l'écriture, parce que des signes abstraits, vous en avez dans les grottes préhistoriques, mais dans une société simple, on peut transmettre oralement des prières, des hymnes religieux, des généalogies, mais pour savoir qui a payé ses impôts, à qui appartient tel morceau de terre, qu'est-ce qu'il y a dans les stocks du roi, là on est obligé de recourir à l'écriture, et l'écriture apparaît à ce moment-là. Elle disparaît des fois quand il y a eu des effondrements de l'État. Donc même chose en Mésopotamie comme en Égypte. En Europe, en revanche, comme je vous le disais, il y a plus de place, mais néanmoins, on va voir progressivement apparaître des différences sociales. Là, on est de nouveau en Bulgarie, à Varna, sur les bords de la mer Noire. Un autre endroit où on ne peut pas aller plus loin. Ce cimetière, cette nécropole de Varna, il y a plusieurs centaines de tombes qui ont été fouillées. Et il y en a où il n'y a quasiment rien, une épingle à noce, un petit vase. Et ce personnage a 1 kilo d'objets en or, et c'est les objets en or parmi les plus anciens de l'humanité. Et ils sont comme ça une vingtaine à avoir des objets en or, et lui on a 1 kilo, et vous voyez comme l'ont reconstitué nos collègues bulgares, il n'avait pas l'air très, très commode. Alors, ce qu'on sait par ailleurs, c'est que quand le pouvoir émerge, le pouvoir se donne toujours comme lié au surnaturel. Les pharaons, c'est grâce à lui que les eaux du Nil revenaient chaque année, sinon ils ne seraient pas revenus. Les empereurs du Japon, qui sont toujours
de ce monde descendent en droite ligne de, même s'ils n'ont plus aucun pouvoir, descendent en droite ligne d'Amaterasu, la déesse du soleil. Les rois européens sont de droit divin, c'est Dieu qui les a mis en place, ils sont sacrés à la fois physiquement et dans tous les sens du terme. Et si vous avez regardé le couronnement de Charles III d'Angleterre, il est en même temps le chef de, ça se passe dans une église, et le chef, en même temps le chef de l'église anglicane d'Angleterre. Même si vous avez regardé la prise de fonction du président Biden, eh bien, il y avait une messe, après il y a un pasteur qui prend la parole, il jure sur la Bible, donc sur un texte sacré. Donc, ce qu'on voit quand on voit ces différences sociales apparaître, on voit souvent que c'est lié aussi à des rituels, à des pratiques particulières qu'on va voir archéologiquement. Dans l'ouest de l'Europe, tout le long de l'Atlantique, il n'y a pas encore d'or, il faudra 1000 ou 1500 ans pour que le métal apparaisse, mais les gens les plus importants sont enterrés dans des chambres funéraires. C'est le principe de l'Égypte, de la pyramide égyptienne, qui était recouvert ensuite de tas de pierres et de terre, comme ici, qu'on s'est vraiment conservé et réservé aux personnages les plus importants. C'est la façon dont effectivement les différences sociales vont être marquées. C'est à ce moment-là que ça va apparaître, et on va trouver dedans des objets précieux, des haches en jadéite qui viennent des Alpes, des pierres semi-précieuses qui viennent d'Espagne, etc. Et c'est justement à ce moment-là que la thématique des représentations va changer. Locmariaquer, par exemple, la dalle de fond du grand dolmen de la table des marchands, il n'y a pas de figuration féminine, il y a uniquement des crosses qui sont un objet de pouvoir qui apparaît à cette époque. On en a une en or à Varna. Là, vous avez en Hongrie un personnage important qui porte cette crosse sur l'épaule. Et les représentations féminines vont passer complètement à l'arrière-plan. Il y en aura toujours, mais elles vont passer à l'arrière-plan. Et ce qu'on va avoir à partir de ce moment-là, et jusqu'à nos jours, c'est des représentations du chef en armes. Là, il y a ces 3 statues, 2 qui viennent de France et celle la plus en bas qui viennent d'Italie, avec leur poignard, un arc et une flèche pour celui du centre, des poignards et des haches pour celui qui est tout en bas. Et ça va être une nouvelle figuration, et les figurations féminines vont être de plus en plus rares. Et elles vont marquer justement cette émergence d'un pouvoir différent. Alors, néanmoins, ce qu'on observe archéologiquement, c'est que dans ce schéma, vous avez en vertical la complexité sociale, depuis les chasseurs-cueilleurs jusqu'aux États et aux empires. Et puis en bas, vous avez le temps, moins 4000, moins 2000, 0, plus 1000. Et à chaque fois, ce qu'on observe, c'est dans chaque région des moments où on a de la différence sociale forte, et des moments où ça retombe. Par exemple, on a les dolmens qui sont réservés à quelques-uns, et puis au bout de 500 ans, on a ce qu'on appelle les allées couvertes, donc des choses beaucoup moins spectaculaires, mais où on enterre des centaines de gens au fur et à mesure des décès. Donc une baisse nette des différences sociales. Et puis après, on va de nouveau trouver des tombes riches, et ça va continuer indéfiniment. Donc si je prolonge la chose, cette représentation masculine en position de pouvoir, je vais arriver au 19e siècle, par exemple, se souvenir que 95% des statues sont des statues d'hommes sur nos places publiques. Même les monuments aux morts, c'est aussi des guerriers, même si c'est des guerriers morts. Et ça concerne aussi bien nos régions, des régions plus éloignées partout dans le monde, ici sur les Champs-Élysées. Et les figurations féminines sur les places publiques sont relativement rares. Et si vous regardez, ça va être essentiellement Jeanne d'Arc,
qui était vierge, c'était la pucelle d'Orléans, et la Sainte Vierge elle-même, qui par définition est vierge, et même fruit d'une immaculée conception de la part de sa mère, Sainte Anne. Et donc on peut dire qu'on retrouve ici les préoccupations qu'on avait dès les premières représentations du Paléolithique, qui étaient autour de la sexualité féminine, et ici du contrôle, d'une manière ou d'une autre, de la sexualité féminine qu'on va retrouver d'une manière ou d'une autre dans toutes les religions. Et par ailleurs, on va retrouver beaucoup aussi de figurations féminines non religieuses, non politiques, mais décoratives, mais dans ce cas-là, uniquement comme objet érotique de décoration, et qui n'a pratiquement pas son pendant masculin. Et c'est pas parce qu'il y a beaucoup plus de représentations féminines que les femmes sont en position de pouvoir, hein, mais c'est plutôt qu'elles sont comme objet soit à consommer, soit à faire consommer. Donc pour en terminer sur cet aspect différenciation sociale et la représentation des différences sociales, une statistique récente, vous avez en haut les 1% les plus riches actuellement, c'est le trait tout en haut, et qui ont 63% des richesses mondiales, tandis que les 99 autres pourcents, donc 37%, et que symétriquement les 50% les plus pauvres, donc 6%. Donc ça, c'est uniquement la conséquence du néolithique, sinon ça serait toujours des groupes de chasseurs-cueilleurs dans la forêt. Alors concernant les conflits, effectivement, on voit avec le néolithique les traces de charniers se faire beaucoup plus importantes. On voit que les villages qui au début sont ouverts, vont commencer, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure en Bulgarie, ont commencé à se fortifier, des murs en pierre sèche, des palissades, des fossés, etc. Un des cas les plus spectaculaires, c'est Los Millares, dans le sud de l'Espagne. On est toujours vers 3500 avec plusieurs systèmes de fortification. Et un autre exemple célèbre, certes qui est anecdotique, c'est l'homme qu'on a retrouvé momifié, congelé en 1991 sur un glacier à la frontière entre l'Autriche et l'Italie, qu'on appelait Ötzi, de son petit nom parce que c'était la vallée de l'Ötz. Comme il est dans un bon état de conservation, eh bien, il avait un poignard en silex où on a retrouvé de l'ADN de plusieurs personnes, donc c'était pas forcément quelqu'un de commode, et il est mort d'une flèche plantée dans le dos qu'on a retrouvé. Et dans la vallée des merveilles que j'évoquais tout à l'heure, bien vous avez des représentations essentiellement masculines, un homme barbu qui tient des poignards, sans arrêt des représentations d'armes. Ça va être la guerre va devenir complètement exaltée. Et au début, on imaginait le néolithique une période paisible. C'était l'époque des cités lacustres, qu'on voyait un peu comme des marinas sympathiques au bord des lacs. Les gens étaient constamment en vacances, et maintenant on s'est aperçu, en y regardant de plus près, que au contraire ces cités lacustres sur les lacs de Suisse, du Jura, d'Allemagne, au contraire sur des zones refuges, où quand on regarde ce que les gens mangeaient, ils retournent en partie à la cueillette et à la chasse parce que ces terres ne sont pas assez fertiles. Preuve de ces prétentions d'aller occuper les zones les moins propices, et il va falloir en occuper de plus en plus, que l'indice d'une vie paisible au bord des lacs. Et là encore, plus il y aura de monde, plus on va devoir perfectionner la manière de tuer. Donc grâce au métal, on va pouvoir inventer l'épée qui permet de tuer le plus loin qu'un poignard en silex comme celui qu'avait Ötzi. Et puis ça va, le bronze, c'est-à-dire le cuivre plus 10% d'étain, va permettre aussi des armes défensives, les cuirasses, les casques. Ça va être le début de la course aux armements. On a des preuves de guerre au Proche-Orient parce qu'on a des récits et des bas-reliefs, mais en Europe, la plus ancienne
bataille connue. Elle a été identifiée vers moins 1200 dans le nord de l'Allemagne, plusieurs centaines de morts qu'on a retrouvés avec des épées en bronze, des pointes de flèches en bronze, mais aussi des pointes de flèches en silex pour ceux qui n'avaient pas les moyens, ou même des massues en bois qui étaient conservées sur le bord de cette rivière, et ce qui suppose un affrontement entre plusieurs milliers de guerriers de part et d'autre. Et donc ensuite, on va dérouler, pareil comme pour la nourriture, on va dérouler l'art de tuer ses semblables, on va inventer l'arbalète, qui au début était paru tellement dangereuse que la papauté a essayé de l'interdire, puis les armes à feu venues de Chine, et puis les missiles, et puis tout le reste jusqu'à aujourd'hui. Alors, en 2000 seulement, dans notre axe, il n'y a que plus de 1000 ans, les zones vraiment où il y a des villes, c'est ce que vous avez en bleu foncé. Là, c'est uniquement des États. C'est uniquement l'Égypte, la Mésopotamie, l'Iran et le Pakistan, la vallée de l'Indus, là, dans le nord de l'Inde. En jaune, c'est toujours des chasseurs-cueilleurs, et en vert, c'est des agriculteurs. Donc, vous voyez, c'est quand même un processus extrêmement lent. Et si je déroule très rapidement ce qui se passe ensuite dans le cadre du territoire français, eh bien, ce qu'on appelle l'âge du fer, donc à partir de moins 800, moins 700, le sud de l'Europe, c'est les premières villes. Les premiers États, c'était au Proche-Orient, mais là, on a les premières cités-États en Grèce et en Italie, avec les Grecs, les Romains, les Étrusques. Au-dessus, vous avez des royaumes émergents qui commercent avec les cités du Sud, donc ça va être les Celtes, les Macédoniens, les Thraces, les Scythes. Et puis tout au nord, il y a des populations qui continuent un peu le mode de vie néolithique. Donc l'époque gauloise, ça va être les fermes, la Gaule est plus déboisée que la France actuelle. Donc, tous ces petits points rouges, c'est des fermes qui ont été fouillées dans le cadre de l'archéologie préventive. Et souvent, c'est des lignes parce que c'est le nom des autoroutes. Mais c'est un schéma en une dimension, il faudrait l'imaginer en deux dimensions. Donc, voilà à quoi ressemblent ces fermes, telles que l'archéologie peut les reconstituer. Comme je vous disais tout à l'heure, la seule révolution technique, ça va être le fer, et dans les derniers siècles avant notre ère sont mis au point l'ensemble des outils qui vont durer jusqu'à la mécanisation du 19e siècle, certains outils étant encore toujours utilisés. Et si je continue très vite la suite, l'Empire romain, donc 5 millions de kilomètres carrés, 2000 communautés ethniques, toutes sortes de vestiges qui ont subsisté, y compris les voies romaines, qui sont plus empirées, mais que les routes souvent reprennent. Un empire qui s'est néanmoins établi dans la violence, qui reposait sur l'esclavage. Et là, à propos, comme je parle de Rome, je fais une parenthèse sur l'archéologie préventive dont on parlait en introduction, en donnant juste un exemple. C'était à Nîmes, un quartier sous le cours Jean Jaurès, donc un quartier qui n'avait pas été occupé depuis la période romaine, donc 6000 mètres carrés, avec encore des maisons avec des murs sur 1 mètre à 1,50 mètre, des fresques, des mosaïques, une fontaine, des rues pavées, une statue de Neptune tombée dans la fontaine. Donc on a fait la fouille, l'INRAP a fait la fouille en 2006-2007, et donc ça a été pour construire ce parking, qui est très commode quand on veut se garer dans le coin, mais qui peut permettre de poser la question, est-ce que dans 2000 ans, puisque ce quartier romain existait depuis 2000 ans, est-ce que dans 2000 ans, il y aura toujours des parkings et des voitures? Autrement dit, est-ce que ceci valait cela? Est-ce qu'on ne pouvait pas garer ces voitures ailleurs, sachant que la tendance est à les exclure des centres-villes, donc c'est toujours effectivement une espèce d'équilibre très délicat. C'est comme les ronds-points, par exemple, il y en a 20 000 en France, autant dans tout le reste de l'Europe.
qui sont souvent décorés en plus de motifs patrimoniaux, hein, de faux menhirs, de vieux pressoirs, de faux amphores, etc. Est-ce que ça valait à chaque fois le coup? Là, dans le cas du parking, c'est un parking poli, puisqu'il remercie les gens quand ils y passent. Et le maire de la ville, qui avait beaucoup crié, parce que c'était à lui de payer les fouilles, quand il a vu que ses administrés, eux, ils étaient intéressés par la fouille, eh bien, il a construit un nouveau musée en face des arènes de Nîmes, un musée de la romanité, ce qui veut dire qu'on peut toujours se racheter de ses péchés. Alors, je balaye rapidement, puisque je vais arriver à l'époque actuelle, poser la question. Donc, le Moyen-Âge, c'est les invasions dites barbares, qui ont été beaucoup revues par les historiens actuels et qui montrent que, en fait, c'est beaucoup plus un métissage culturel progressif. D'abord, l'Empire romain d'Orient byzantin, il dure 1000 ans de plus. Et quand on dit c'est un empire paisible détruit par des barbares, en fait, l'Empire romain, il s'est construit dans la violence. La guerre des Gaules, c'est 500 000 morts et autant d'esclaves. Et qu'en plus, les dits barbares sont déjà chrétiens quand ils rentrent dans l'Empire. Ils ne sont pas habités par le mal. Et de même, quand Clovis se fait baptiser, il rentre dans une Gaule qui est chrétienne depuis plus d'un siècle, depuis l'édit de Théodose, à la fin du IVe siècle, où toutes les autres religions sont interdites et les temples détruits ou transformés en église. Donc c'est juste un acte politique de la part de Clovis pour s'intégrer dans la société gallo-romaine. Alors certes, voilà un autre exemple de rond-point donc à Soissons. Certes, ça fait partie de notre récit national, Clovis et les vases de Soissons. À Noël, en plus, il y a un coteau avec un Père Noël qui monte dedans, donc c'est plus joli. Mais par exemple, la tombe du père de Clovis, Childéric, qui a été retrouvée en Belgique, il y a à la fois des ornementations et des armes barbares, entre guillemets, mais il y a une bague en or sur laquelle il y a écrit Childérici Regis, donc au roi Childéric, et il est représenté avec le paludamentum, l'empereur, le manteau des empereurs romains. Il avait le titre de consul par rapport à Constantinople, dont il reconnaissait encore l'empereur. Et ce n'est pas encore vraiment nos ancêtres, parce que à la mort de Clovis, son royaume est découpé entre ses quatre fils. Donc, j'évoque très rapidement ce qui va se passer ensuite, donc l'arrivée des Vikings en Normandie, mais ils vont disparaître comme les Francs. Je suis en train de parler français, mais c'est une langue romane parce que les Francs sont quelques dizaines de milliers noyés dans 10 millions de Gaulois qui parlent du gallo-romain. Donc l'arrivée des Arabes qui sont présents jusqu'à Narbonne. On a trouvé des tombes musulmanes à Nîmes. La France qui ne ressemble pas encore complètement à la France, l'arrivée de différentes populations, les tziganes, les juifs expulsés d'Espagne en 1492, et puis un siècle plus tard, les morisques, c'est-à-dire les musulmans convertis au catholicisme, mais qui étaient quand même suspects, donc ils sont expulsés d'Espagne, les reines qui sont toutes étrangères, avec leur suite, en France, les armées royales qui sont composées entre un quart et un tiers de mercenaires étrangers qui vont faire souche. Symétriquement, les gens qui s'en vont sont 1000 protestants qui se réfugient ailleurs après la révocation de l'édit de Nantes, et puis ceux qui vont coloniser le Québec, par exemple, ou les Indes, l'empire colonial français. La révolution industrielle qui va happer d'abord les populations des régions les plus pauvres, puis ensuite des pays voisins, Belgique, Espagne, Italie, Portugal, Pologne. L'arrivée des réfugiés, comme le génocide arménien, les Juifs d'Europe centrale, les Espagnols qui sont 500 000 qui se réfugient, qui sont très présents dans le sud-ouest de la France, les pieds noirs et les harkis, les boat people et les migrants actuels. Et maintenant, toujours dans
le droit fil de ces transformations entraînées par l'agriculture, qui n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas eu l'agriculture. Effectivement, le réchauffement climatique actuel, avec des zones qui vont devenir invivables parce que trop chaudes, là, ce que vous avez en jaune, les zones en rouge, notamment les zones côtières qui vont être progressivement noyées, les zones très au nord où les sols commencent à fondre. Et si on prend le cas des migrations pour la formation des différents États, effectivement, vous avez 5 constantes qui sont la démographie, j'en ai parlé, la violence en général, qui n'a pas au début dans la colonisation des agriculteurs, mais qui va ensuite augmenter beaucoup, le métissage de ces sociétés, là, que j'évoquais à propos des invasions barbares, les migrants qui est en général mal vu, le barbare en grec, barbaros, c'est celui qui fait des barbarigmes, donc c'est celui qui ne parle pas grec, et puis le fait que quand même on arrive à vivre ensemble, parce qu'il faut rester optimiste. Donc je rappelle de la démographie, la violence, j'en ai assez parlé. Là c'est une phrase du général de Gaulle qui dit « La France vient du fond des âges ». Et donc il y aurait une France éternelle, comme il y aurait une Allemagne éternelle, une Italie éternelle. Quel que soit le respect qu'on doit avoir au général de Gaulle, cette phrase d'un point de vue archéologique et historique qui n'a aucun sens, si vous voulez, puisque ça a sans arrêt été un mélange de population, comme j'ai essayé de vous le montrer, mélange génétique, mais aussi mélange culturel. La gastronomie française, comme vous savez, est au patrimoine de l'humanité, mais les 4 plats préférés des Français dans les sondages, c'est couscous, pizza, hamburger et choucroute. Et si vous vous intéressez à la langue française, il y a un petit livre très intéressant d'un écrivain de l'Académie française, Éric Orsena, et du meilleur linguiste historique français, qui s'appelle Les mots immigrés, et qui montre le nombre de mots ils ne descendent pas tous du latin, justement. Il y a 200 ou 300 mots gaulois, 500 ou 600 mots arabes, pareil italien, espagnol, évidemment, maintenant anglais. Alors, 4e point, effectivement, l'immigré l'arrivant comme quelque chose de menaçant, comme le barbare. Quand on dit de nos jours, les immigrés ne sont pas comme nous, ils sont différents, il y avait exactement le même discours à la fin du 19e siècle contre les immigrés italiens. Il y a eu des massacres d'ouvriers italiens à Aigues-Mortes. Il y a les Espagnols, quand ils sont arrivés réfugiés en 1939, la presse titrait l'arrivée de l'armée du crime. Les Arméniens, ils étaient habillés comme des Turcs, ils mangeaient comme des Turcs, donc ils n'ont pas du tout été accueillis, même si symétriquement, on va avoir le bon immigré, donc la Nania ou la malheureuse Joséphine Becker. Mais donc 5e point, on arrive en général quand même plus ou moins à vivre ensemble, ce qui me permet de poser la dernière question. Est-ce que c'était une bonne idée d'inventer l'agriculture, plus l'ensemble de ce qu'on vient de voir? C'est un sujet qu'on appelle aussi l'anthropocène. Les grandes époques climatiques et géologiques de l'humanité, elles finissent en Cène, Miocène, Pléistocène, etc. Et depuis l'actuelle période interglaciaire, qui commence il y a 12 000 ans, c'est en principe, officiellement, c'est l'Holocène. Mais un certain nombre de scientifiques, comme ces deux-là, hollandais et américains, biologistes, ont créé ce terme d'anthropocène. Anthropos, c'est l'homme, l'humain en grec ancien, pour dire que c'est l'intervention, cette fois, sur le climat et tout l'environnement, de polluer ou non polluer, créé directement par les humains depuis l'agriculture. Certains font commencer l'anthropocène avec les explosions atomiques ou avec la révolution industrielle du 19e siècle ou avec les grandes découvertes. Et je fais partie des gens qui font commencer dès le néolithique, même si ça ne se voit pas beaucoup au début. C'est une courbe assez plate, mais après ça va décoller. Et j'avais participé à une exposition à Lyon au musée des Confluences il y a 2 ans qui s'appelait
la terre en héritage, et avec un livre néolithique anthropocène, pour justement mettre en face à face le néolithique et puis son résultat 10 000 ans plus tard. Donc voilà, les objets typiques du néolithique, poterie, blé, roue, statues, haches, maisons en dur, et puis des objets typiques de l'anthropocène, le jean, il y en a 2 milliards chaque année fabriqués par an, la carte bancaire, les virus, drogue, containers, smartphones, palettes, climatiseurs, etc. Et qui fait qu'on passe de la maison que vous avez tout à l'heure au mégalopole actuel, et que les climatologues disent, les environnementalistes qui disent qu'il y a un certain nombre de limites planétaires qui, si on les dépasse, on va passer dans autre chose. Ça ne veut pas dire que l'humanité va disparaître, parce qu'on est une espèce invasive, extraordinairement adaptative, on est capable de vivre sous n'importe quel climat, mais ça veut dire que ce ne sera plus pareil qu'avant. Vous voyez l'acidification des sols, la couche d'ozone, l'eau douce, la pollution des océans, etc. Donc sur cette longue histoire de l'humanité, il y a effectivement, on est dans un système mondial où il y a théoriquement assez pour nourrir tout le monde, mais vous avez 1 milliard de gens qui ne mangent pas leur faim et 2 milliards qui sont au contraire en surpoids. Donc comment faut-il se représenter l'évolution humaine, hein? Je vous parlais de ce schéma en début. Il y a des schémas plus pessimistes, comme ces différents schémas. À force de se redresser, on ne se redresse plus vraiment. En comparant aussi l'évolution de l'homme et l'évolution de la femme également, puisqu'on parlait de la domination masculine tout à l'heure. Voilà encore plus pessimiste, effectivement, sur le fait que cette progression pourrait s'arrêter. Zoom sur un des dessins que j'aime bien, effectivement. Et parmi les effets, je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure sur le bien-être animal, sur le dernier siècle, les petits bâtons bleus, c'est toutes les catastrophes liées au climat. Donc est-ce que c'était mieux avant ? Là, vous avez 3 citations. Une qui dit « Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils se tiennent plus compte de leurs paroles, etc. » Deuxième citation « Je n'ai aucun espoir pour l'avenir de notre pays, si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain. » Et troisième citation, avec le développement futur fatal de ces corps étrangers imperméables à la mentalité française, etc. Alors de qui sont ces 3 citations ? La première, c'est Hésiode au 8e siècle, donc il y a 2800 ans, qui n'avait plus aucun espoir à l'époque. La deuxième, c'est Platon, 2400 ans, qui pensait que tout allait mal finir. Et la troisième, c'est un peu plus d'un siècle, le géographe le roi Polybe. Ce que vous avez vu, c'est qu'effectivement, il y a des alternances de périodes plus inégalitaires et d'autres qui le sont moins. Et c'est une question plus générale sur l'effondrement des sociétés. Vous avez dû voir passer le best-seller du biologiste américain Jared Diamond, Effondrement. Il donne un certain nombre d'exemples de sociétés qui se sont effondrées. Mais néanmoins, ça a été parfois discuté, parce que un des effondrements les plus connus, c'est les cités mayas. Entre 1000 et 1200 de notre ère, ces grandes cités, hein, si vous avez peut-être été en tant que touriste, pyramides magnifiques, etc., écriture, tout ça s'effondre. Mais en fait, c'est quoi qui s'effondre? Parce qu'il y a toujours des mayas, il y a toujours des millions de gens qui parlent une langue maya. Donc ce qui s'effondre, c'est effectivement un système surdimensionné, très inégalitaire, mais les gens restent là. Il y a toujours des villages et des mayas. Même chose pour la Grèce. En Grèce, vers entre 1500 et 1200, vous avez les palais crétois, les forteresses de Mycène, les masques en or, etc. Et puis vers 1200, une partie de ceci disparaît. Donc on dit la civilisation s'effondre, etc. Mais il y a toujours des Grecs en Grèce, simplement. Nous, les archéologues, on est très tristes parce qu'on n'a plus de masques en or, on n'a plus de palais,
Donc on dit c'est les âges sombres, the dark ages en grec, en anglais. Mais il y a toujours des Grecs, et c'est de là que va surgir 300-400 ans après ce qu'on appelle le miracle grec. Les Grecs sont toujours là, mais simplement c'est le système qui s'effondre. Pour l'Empire romain, c'est pareil. J'ai essayé de vous montrer que, très rapidement, qu'effectivement, il n'y a plus l'Empire romain, mais qui n'était pas forcément, qui n'avait pas que des qualités, mais ça va donner l'Europe médiévale de manière différente. Donc, est-ce que notre société va s'effondrer ou pas? Ce qui est sûr, c'est que des sociétés qui ont mal géré leur environnement, comme les Mayas, justement, leur système particulier s'est effectivement effondré, mais ça n'a pas empêché les Mayas, tous les Mayas n'ont pas disparu du jour au lendemain. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il n'y a pas de régime trop oppressif qui ne finisse pas un jour ou l'autre par disparaître. Donc on peut penser que effectivement certains systèmes trop oppressifs vont disparaître. Mais globalement, on peut penser que Homo sapiens s'en tirera toujours, même s'il y avait une guerre nucléaire, ça aurait l'avantage de faire baisser la température de manière durable. Et si on pense qu'on était peut-être 50 000 ou 100 000 Homo sapiens il y a 300 000 ans, donc il en reste quelques dizaines de milliers, normalement l'histoire pourra se poursuivre. Donc la question, est-ce que c'était une bonne idée? Oui, parce que sinon on serait, d'abord la plupart d'entre nous seraient morts, l'espérance de vie était de 30 ans au paléolithique, et on ne serait pas dans une maison, on serait dans une forêt à chercher des champignons et des fraises des bois. Donc c'est comme toute invention, ça dépend de ce qu'on en fait. Même avec l'énergie nucléaire, on peut soigner les gens. Donc c'est nous qui sommes responsables de notre destin, et c'est sur ces bonnes paroles que je vous remercie de votre attention. Désolé, j'étais un peu trop long. On peut dire qu'il y a matière à réflexion après vos propos, et que oui, effectivement, vous étayez avec ce survol brillant de ces millénaires, de cette rupture importante de la révolution néolithique. Vous étayez toute une réflexion sur ce que nous sommes et sur ce que nous serons. Voilà, mais je pense qu'il y a des questions peut-être sur le sujet. Donc je laisse la parole à nos auditeurs. Sauf si vous êtes tous convaincus ou sauf si vous avez faim. Vous n'avez parlé ni du tissu ni de l'alcool. Oui, on peut y passer toute la nuit si vous voulez, mais le tissu n'arrive qu'avec l'agriculture, effectivement, parce qu'on va cultiver le lin et le champ. Les hommes préhistoriques étaient effectivement vêtus de peau de bête, comme on dit, mais sauf que c'était pas comme dans les dessins animés, c'était du cuir, comme ce que j'ai montré tout au début, comme les Indiens des plaines à peu près, parce qu'on a tous les outils pour tanner les peaux, les assouplir. Ils inventent l'aiguille à chat, les poinçons, donc ils avaient des tendons de renne, donc ils étaient habillés en cuir. Avec le néolithique, et effectivement, les plantes textiles, l'arbre, les tissus, quand on a la chance, on en retrouve dans les milieux très, très secs ou très humides. Et sinon, on a des empreintes, parfois, quand ils posaient des vases dessus, donc on connaît assez bien. Le plus ancien alcool est chinois, vers moins 7000. C'était un mélange d'hydromel et d'alcool de riz avec des plantes. Le plus ancien vin qu'on a identifié, le tanin dans des poteries, comme je disais en introduction, on l'a trouvé en Géorgie et en Iran. Mais les Égyptiens et les Mésopotamiens boivent plutôt de la bière, comme les Gaulois. Et le vin va être effectivement diffusé beaucoup par les Grecs et les Romains. Et après par l'Église, après l'Empire romain.
Et qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Encore. C'est aussi une civilisation qui s'est effondrée. Oui, encore. Je ne vais pas la montrer toutes, mais encore, donc, c'est vers les grands temples, etc. On est vers plus 1000, 1100, 1200, mais c'était pareil, complètement surdimensionné, avec des bassins qui font 1 km sur 5 km, des systèmes hydrauliques extrêmement complexes. Donc, si vous avez un moment vous avez une baisse climatique, c'est ce qui s'est passé pour les Mayas. À ce moment-là, les élites sont déconsidérées, ça veut dire que leur lien avec les dieux, finalement, n'a pas l'air très efficace. Donc les gens qui voulaient bien supporter jusqu'à présent, puisqu'on leur assurait qu'ils auraient un avenir radieux dans l'autre monde, commencent à douter. Et puis après, vous n'avez jamais une seule cause, mais c'est une espèce de mayonnaise et de boucle négative qui fait qu'à la fin, ça s'effondre. Merci. Oui. L'ère glaciaire, finalement, s'est atténué bien avant l'épisode industriel. Et finalement, quelle est sa mécanique? On estime, ça s'appelle les cycles de Milankovitch, qui est un savant serbe du 19e siècle, avait commencé à observer à partir du moment où la géologie a pu montrer ses alternances. Donc, on peut les reconstituer sur à peu près 2 millions d'années actuellement. Et donc là, comme je le disais, la dernière, qu'on appelle la glaciation de Würm en Europe et de Wisconsin dans le nord des États-Unis, c'est donc des oscillations très lentes de l'axe de la Terre par rapport au Soleil. Donc la dernière glaciation a duré 100 000 ans, entre moins 115 000 et moins 12 000. Avant, il y avait un interglaciaire qu'on appelle Ehemia, qui était entre moins 130 000 et moins 115 000. Donc moi, comme je suis toujours optimiste, j'avais l'habitude de dire dans certaines conférences, il ne faut pas s'inquiéter du réchauffement climatique, puisque si on attend encore 3-4 000 ans, on sera de nouveau dans une période glaciaire. Il suffit d'être un peu patient. Donc ça, c'était mon côté optimiste. Mais maintenant, beaucoup de climatologues disent non. On a trop dépassé effectivement ces limites-là, donc il n'y aura plus jamais de glaciation. Ça, comme je le disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'on va tous mourir, mais ça veut dire qu'il faudra s'adapter à autre chose, que la Sibérie deviendra la Beauce, que le Bangladesh, la Camargue et la Hollande auront disparu, mais bon, voilà, mais on s'adapte, on est très fort. Oui. J'ai toujours un problème avec les datations, c'est-à-dire, quelle que soit la datation, moins 35 000 par exemple, comme vous disiez, c'est à partir de quel moment réellement j'étais. Parce qu'autrefois on disait avant Jésus-Christ, oui. Maintenant on dit BP, c'est-à-dire avant notre ère, mais ça ne donne pas vraiment une estimation de la manière de compter correcte. Les gens scientifiques ou les préhistoriens comptent souvent en BP, before present, c'est-à-dire 1950, parce que c'est le début des explosés atomiques et qu'on date avec le carbone 14. Parce que le carbone 14, on est tous faits de carbone et d'eau. Une partie de ce carbone est radioactif. Quand on meurt, on n'entretient plus de rapport, de relation avec le carbone de l'atmosphère, donc notre radioactivité baisse de moitié tous les 5000 ans, et au bout de 50 000 ans, on ne trouve plus. Donc ils comptent en BP à partir de 1950. Les Américains ont tendance maintenant à dire avant l'ère commune ou après l'ère commune, mais elle n'est pas non plus commune à tout le monde. Donc voilà, les Japonais comptent plutôt en BP maintenant. Donc c'est vrai, c'est un peu compliqué. Mais enfin, ça ne change pas la réalité. Après, j'avais une autre question. Ça renvoie à Homo erectus. Oui. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer, là, sur une des diapos que vous avez montré, effectivement, on voit Homo erectus qui relie le continent à l'Eurasie, mais en passant, en faisant le tour comme ça de la Méditerranée, en remontant la Europe. Et moi, j'avais entendu il y a longtemps une hypothèse peut-être qu'il aurait pu aussi avoir un moyen de navigation et peut-être remonter vers ce qui n'était pas le Sahara actuel, qui était vert,
et traverser peut-être Oui, la Méditerranée de cette époque. Oui, le détroit de Gibraltar, oui. Passer par le détroit de Gibraltar. Oui, oui, il pouvait passer à la nage. Moi aussi, je suis un peu de cet avis, sauf qu'il n'y a pas de preuve. Mais on a des preuves d'occupation néandertale en Crète vers moins 120 000. Donc c'est plus Erectus, mais ce sont des descendants directs. C'est quand même avant Sapiens. Et en Crète, quel que soit le niveau de l'eau, il fallait naviguer. Donc on est sûr que la navigation existait. Sapiens, il arrive en Australie en moins 60 000. Et là, il fallait naviguer aussi, même si la mer était plus bas. Donc le principe, sans même parler de la nage, le principe de la navigation. Le que vous avez montré Oui. tout à l'heure. Oui, bien sûr. Oui. Si vous êtes à Tanger, vous voyez en face l'Espagne, c'est vraiment à côté. Hein, et dans les périodes glaciaires, effectivement, c'est encore plus, c'est 150 mètres plus bas. Donc ça pose vraiment aucun problème. Erectus arrive il est bien attesté en Angleterre. Et en Angleterre, la Manche, c'était surtout un grand fleuve, c'était le Rhin plus la Tamise, etc. Mais il l'a traversé, donc il n'avait pas un cerveau. Néandertal avait à peu près le même cerveau que nous, et Erectus un peu moins, mais quand même déjà beaucoup de capacités. Y a-t-il d'autres questions? C'est la fin. Enfin, Voilà, bon, écoutez, on va remercier chaleureusement M. Deneuve.